Emmanuel, puisqu'on parle de l'eau, vous faites partie de ceux qui portent justement ces solutions avec FREG qui est situé à Biot, FREG pour Flow Regulation. Alors j'ai dit un petit peu tout à l'heure ce que vous faisiez, mais je crois que vous aimez bien dire que vous êtes le feu rouge des égouts. Comme ça, tout le monde comprend. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des canalisations, des milliers de kilomètres de canalisations, et on peut s'en servir pour résoudre une partie de la problématique, notamment en période d'inondation ou période de pollution. Et vous allez mettre des systèmes sur les canalisations pour stocker l'eau, tout simplement. Oui, alors c'est ça, vous avez presque tout dit. Effectivement, ce qu'on sait beaucoup maintenant, c'est que les réseaux d'eau potable fuient. C'est quelque chose qui est quand même très médiatisé. Ce qu'on sait moins, c'est que les réseaux d'assainissement également fuient. C'est-à-dire qu'on a alors de manière différente, mais pendant les périodes de pluie, on a des réseaux qui ont tendance à déborder, soit les réseaux pluviaux, et à ce moment-là, on se retrouve dans les problèmes d'inondation urbaine, mais également les réseaux d'eau usée qui captent également des eaux de pluie ont tendance à monter en charge et donc à déborder vers le milieu naturel avant le traitement de la station d'épuration. Ce qui pose des vrais problèmes de qualité des eaux, forcément. Et quand on parle de crise de l'eau, on parle aussi de crise de la qualité et de la biodiversité. Donc aujourd'hui, ce qu'apportent la plupart du temps comme réponse les pouvoirs publics, ce sont de mettre des bassins de rétention en droit des débordements pour récupérer cette eau polluée et la rejeter ensuite vers la station d'épuration. Le problème de ces bassins, c'est qu'ils sont très coûteux, ils nécessitent beaucoup de foncier, et donc c'est pas toujours évident de les positionner. Souvent, on est en plus en centre-ville, parce que les zones qui saturent sont les réseaux anciens qui n'ont pas grossi avec la ville, donc c'est à cet endroit-là qu'on va avoir ces problèmes de débordement. Donc très difficile de faire des travaux en plein centre. Donc nous, notre position, c'est de dire, utilisons déjà notre patrimoine. On a des milliers de kilomètres de réseaux d'eau usée et d'eau pluviale sous nos pieds. Et on va pouvoir les mobiliser avec... Donc on a inventé et breveté une vanne qu'on va installer dans les réseaux qui fonctionne sans énergie, un peu comme une énorme soupape si vous voulez, et qui va laisser passer l'écoulement que peut gérer le système, retenir le surplus pendant la pluie et le relâcher à la fin de la pluie. Et en cas de pluie exceptionnelle, le système va s'ouvrir sous la pression de l'eau. Voilà, c'est ce qu'on a breveté et qu'on développe maintenant partout en France. Pour l'instant en France. Oui, voilà. et bientôt ailleurs, on n'en doute pas, mais depuis ici, depuis Biot, je l'ai dit. Moi, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur ce que vous m'avez dit quand on a préparé ce rendez-vous, parce que vous dites, jusqu'en 2015, on ne se posait pas vraiment de questions autour de l'eau et autour de cette problématique-là. Et aujourd'hui, résultat, on est en retard. On fait face à un problème, vous l'avez signalé, d'imperméabilisation des sols. On voit que le changement climatique s'intensifie, qu'on a de plus en plus de périodes d'inondation, de périodes de sécheresse. On en sait quelque chose dans la région. Ça veut dire qu'il va falloir comprendre qu'on doit gérer l'eau avec un grand E, quelle qu'elle soit, autrement. Oui, c'est ça. Alors, c'est pas vraiment qu'on se posait pas de questions, c'est qu'il n'y avait pas de réglementation qui poussait en fait les collectivités à réagir. Mais depuis plus de 20 ans, les directives européennes sont là. En 2015, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un arrêté qui est sorti, que la France a publié, qui pousse, qui donne des objectifs. Voilà. Donc là, on a des contraintes qui sont sorties avec des objectifs très clairs. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros qui impose aux collectivités et aux exploitants de réseau de faire attention à tout ce qui va sortir du réseau avant le traitement. Voilà. Et donc c'est ces directives-là qui nous permettent de faire avancer les choses au-delà du simple traitement de la station, quoi. Ouais, je voudrais faire réagir Louis Nègre et peut-être Alain Messonnier qui est toujours avec nous sur ce que vient de dire effectivement Emmanuel. C'est vrai qu'on a changé de braquet, contraint, forcé par la réglementation. Heureusement que la réglementation existe et on est là pour faire progresser les choses. À quoi servent les textes sinon pour donner une meilleure qualité de vie? Et je me félicite que l'Europe existe. De temps en temps, ça donne une petite aide justement aux industriels locaux. Mais si je prends par exemple, encore une fois, l'exemple que je connais bien, celui de ma commune, nous avons créé, pour justement éviter de polluer le milieu naturel, un bassin d'orage de 2000 m3, quoi. Donc ça, c'est nouveau et ça nous permet de résister à la plupart des pluies que nous avons.
Donc on est capable. Le message que je veux faire passer, c'est qu'il y a les grands textes, il y a les grandes orientations, mais que cela doit se traduire concrètement sur le terrain de manière, j'allais dire, pratico-pratique. Et donc dans ce domaine, ce que vous amenez comme solution, monsieur, en est une. Le bassin d'orage, qui n'existait pas auparavant à Cannes-sur-Mer, existe désormais grâce à la métropole. Bref, on progresse au jour le jour avec des innovations qui sont financièrement élevées. Et puis, on change effectivement tous les tuyaux parce que lorsqu'on a des pertes soit d'eau potable, soit d'eau usée, ça envoie, j'allais dire, un message négatif dans un premier temps à nos concitoyens qui n'apprécient pas qu'on éventre les routes, qu'on gêne la circulation, qu'on leur pose problème, mais pour un bien ensuite. Emmanuel Curinier. Oui, juste, effectivement, de toute manière, il y a un panel de solutions. On n'a pas le bassin d'un côté, le stockage en réseau de l'autre. Le fameux mix de solutions. La désimperméabilisation est également une solution qui est évidemment à pousser. Ce qu'on apporte, nous, c'est une solution qui va être un petit peu low-tech et surtout plus faible en émissions carbone, puisqu'on a beaucoup moins de travaux, on n'a pas de béton à couler. Donc on va vraiment mobiliser le patrimoine qui existe déjà pour optimiser ça avant d'être obligé d'aller jusqu'à un bassin, ce qui est quelquefois le cas, effectivement, des fois il n'y a pas le choix.